بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro 1 في المodule capteurs et mesures en télécommunication, sachant que le titre chapitre numéro 1, c'est bien les caractéristiques d'un système de mesure. Nous avons toujours n'importe quel système A pour il a une entrée et une sortie. L'entrée du système peut être accompagnée pas avec des erreurs. On passe l'introduction et définition de quelques termes. On va commencer par c'est quoi une grandeur physique? La grandeur physique, c'est c'est une grandeur qui va nous permettre, qui cherche à mesurer, ou bien ce qu'on appelle la mesurante. Concernant le mesurage, c'est l'ensemble des opérations. Son but, bien sûr, c'est de déterminer la valeur de la grandeur physique. On passe maintenant à une mesure X. C'est l'évaluation d'une grandeur par rapport, ou là, si on va faire une comparaison avec une autre grandeur de même nature, pris par unité. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient les deux, par exemple, mètre avec mètre, kilogramme avec kilogramme, etc. Maintenant, pour l'incertitude, delta X, vous avez que le résultat d'une mesure X, d'une grandeur grand X, n'est pas complètement défini par un seul nombre. Donc, il faut au moins la caractériser par un couple, ce qu'on appelle le X delta X, et une unité, bien sûr, sachant que delta X, c'est l'incertitude sur X. Et vous avez toujours grand X est compris entre petit x moins delta X et petit x plus delta X. On passe maintenant à l'erreur absolue. Donc, c'est la différence entre le résultat et la valeur vraie de la grandeur mesurée. Dans ce cas, E égale petit x moins grand X. Pour l'erreur relative, c'est le rapport entre l'erreur absolue et la grandeur physique. Elle est définie par la formule ER égale E divisé par grand X. Maintenant, si vous avez une erreur relative en pourcentage, c'est-à-dire vous allez multiplier votre valeur d'erreur relative par 100. On passe maintenant au système des unités internationales et on va commencer par les unités de base. Vous avez la grandeur et son unité. Par exemple, pour une longueur grand L, l'unité, c'est bien le mètre. Pour une masse grand M, l'unité, c'est kilogramme. L'abréviation, c'est kg. Donc, l'abréviation du mètre, c'est petit m. Pour le temps T, l'unité, c'est en secondes, l'abréviation S. La température grand T, l'unité est Kelvin. Le courant électrique, c'est l'ampère. La quantité de matière, c'est bien le mol. L'intensité de luminosité, c'est le candle. Maintenant, on va voir les multiples et sous-multiples des unités. Si vous avez, par exemple, 10 à la puissance 24, c'est iota. 10 à la puissance 21, c'est zeta. 10 à la puissance 18, c'est hexa. 10 à la puissance 15, c'est péta. 10 à la puissance 12, c'est tera. 10 puissance 9, c'est giga. 10 puissance 6, c'est méga. 10 puissance 3, c'est kilo. 10 puissance 2, c'est hecta. 10 puissance 1, c'est déca. Vous avez 10 puissance moins 1, c'est déci. Par exemple, décimètre. 10 puissance moins 2, c'est centi. 10 puissance moins 3, c'est milli. 10 puissance moins 9, c'est micro. 10 puissance moins 6, c'est micro. 10 puissance moins 9, c'est nano. 10 puissance moins 12, c'est pico. 10 puissance moins 15, c'est femto. 10 puissance moins 18, c'est atto. 10 puissance moins 21, c'est z péto. 10 puissance moins 24, c'est iocto. On va voir ensemble maintenant d'autres unités.
On va commencer par ce qui concerne la distance. Vous avez le pouce ou bien inch, sachant que un inch égale 2,54 cm. Pour pied ou bien foot, vous avez une foot égale à 12 inch égale 30,48 cm. Pour le 1000, c'est 5280 foot, donc est égal à 1,609 km. On passe maintenant au volume. Vous avez le pent, donc c'est 0,94 litres. Vous avez mètre cube, c'est 1000 litres. Vous avez un décimètre cube, c'est 1 litre. On passe maintenant à divers unités. Vous avez un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Vous avez une heure, c'est 3600 secondes. Vous avez un nœud égal à 1,852 km par heure. On va voir maintenant les différentes erreurs possibles. On va commencer par les erreurs systématiques. Bien sûr, ce sont des erreurs d'origine connue, donc rétablit d'être éliminées par des corrections convenables. On passe au deuxième type d'erreur. Nous avons les erreurs aléatoires. Ce sont dont leur valeur dépend du hasard. La valeur inconnue, il est donc impossible de corriger ces erreurs. Par exemple, le bruit et le parsitage. Donc, c'est faux, la phrase est dit. Donc, on passe maintenant aux caractéristiques d'un système de mesure. Vous avez toujours un capteur qui va faire la conversion d'une mesurande en signal électrique. Effectif de mesure qui passe à travers des caractéristiques d'un système. Vous avez la comparaison des connaissances, etc. Pour arriver à un signal électrique, c'est bien l'image électrique de la grandeur mesurée. Elle doit contenir toute l'information recherchée. Pour le signal électrique, c'est l'image de la grandeur à mesurer en présence de formes de tension, courant, charge électrique, impédance, etc. On passe maintenant à une chaîne de mesure. Vous avez des grandeurs à mesurer, le capteur et la mesure. C'est quoi le capteur? C'est l'élément de base d'une chaîne de mesure. On a besoin de ce capteur, bien sûr, pour l'instrumentation. Les capteurs sont des éléments de base du système d'acquisition de données pour avoir mis en œuvre le domaine de l'instrumentation, qui est une technique de mise en œuvre d'instruments de mesure, de capteurs, etc. La différence, c'est qu'un capteur, c'est une interface, mais ce n'est pas un système. Vous avez pour le capteur, sont les premiers éléments rencontrés sur une chaîne de mesure qu'ils vont transformer une grandeur physique en signal électrique. Départ, parce que départ, notre signal l'entrée, il est analogique. Donc, à travers le capteur, on va le convertir en un signal électrique. Quelle est la structure de base d'une chaîne de mesure? Elle comprend 3 éléments. Vous avez la mesurante qui passe à travers un capteur. On va récupérer un signal électrique. L'information est passée à un canal et on va faire des pré-traitements après conditionnement pour arriver à une mesure. On peut, à travers cette mesure, soit l'afficher ou bien la traiter. Sachant que le conditionneur, son rôle, c'est qu'il peut amplifier le signal électrique. Donc, c'est une structure de base d'une chaîne de mesure sous forme générale, dans sa forme générale. Le rôle du capteur, c'est bien délivrer un signal électrique en fonction de mesurantes, le cas d'un capteur idéal, bien sûr. Le conditionneur, ou bien ce qu'on appelle un module de conditionnement, son rôle de mettre en forme le signal mesuré en vue d'un traitement, par exemple amplification, alimentation, filtrage, etc. Maintenant, on passe aux unités de visualisation et d'utilisation qui permet la valeur de la grandeur et à exploiter. Cette structure de base, on va la rencontrer dans toutes les chaînes de mesure
quelle que soit leur complexité. Pour la chaîne de mesure, elle va recueillir et transformer la grandeur à mesurer sous une forme adaptée à son exploitation. Pour juger les performances d'un système de mesure, on va étudier certaines de ces caractéristiques qui contribuent à la précision de la mesure. Quels sont les domaines de fonctionnement? Vous avez une grandeur d'influence, un domaine de non-distribution, un domaine de non-détérioration, domaine nominal d'utilisation. On va commencer par le domaine nominal d'utilisation. Donc, c'est la zone de travail normale de système de mesure. Elle est définie par une gamme de mesures, c'est l'ensemble des valeurs de mesurandes pour lesquelles un instrument de mesure est supposé fournir une mesure correcte. On passe maintenant à l'étendue de mesure. C'est la différence entre la valeur maximum et la valeur minimum de la gamme de mesure, ou bien ce qu'on appelle, ce sont les valeurs limites. Deuxième domaine, c'est bien le domaine de non-distorsion. Le capteur entre dans ce domaine, c'est la mesurande et où les grandeurs d'influence excèdent ou bien dépassent les valeurs limitées. Pour les valeurs limitées, donc, ils vont donner production des altérations, de l'imprécision de la mesure. Troisièmement, nous avons le domaine de non-distribution. Si nous avons que les valeurs limitées vont dépasser l'altération, ils sont imprévisibles, donc on ne peut pas les contrôler. Dans ce cas, on aura des mesures non spécifiques. Quatrièmement, pour le domaine, c'est le vide de capteurs ne pouvons pas le contrôler. Maintenant, si notre capteur sort du domaine 3, il est détruit. Donc, il est plus apte à mesurer quoi que ce soit, voir les raisons de la distribution de capteurs. Donc, vous avez une mesure qui passe à travers un capteur avec une grandeur d'influence pour arriver à une sensibilité qui est égale à S en fonction de la mesure. Concernant la sensibilité, nous avons que le capteur, pour donner une réponse électrique, on doit définir S par la variation delta S sur la variation de delta M. La variation de delta S, c'est la variation de sortie par rapport à la variation d'entrée. M, c'est la grandeur d'entrée. S, c'est la grandeur de sortie. Et à toute valeur de M qui appartient à un intervalle M, on aura dans ce cas S en fonction de M. Sachant que l'expression de S en fonction de M, elle est explicite par étalonnage. Donc, on connaît les différentes valeurs S de M correspondant à des signaux électriques délivrés par le capteur. Dans ce cas, on aura S1, S2 jusqu'à SM. Et on peut ainsi tracer la courbe d'étalonnage. Voici un exemple de courbe d'étalonnage. Donc, vous avez l'étalonnage. Après, on passe à la lecture d'un capteur, des valeurs par le capteur. Donc, la fonction de capteur, c'est bien délivrer de grandeur d'entrée vers des sorties. Dans ce cas, on aura, par exemple, f' de m, c'est la dérivée de s par rapport à m qui est égale à s. Pour un capteur linéaire, nous avons la dérivée f' de m est égale à une constante, est égale à s, est égale à la variation de s par rapport à m. Dans ce cas, on aura que cette valeur s, c'est la pente de la courbe s en fonction de m. Donc, c'est ça. Si vous avez un capteur de déplacement qui présente une sensibilité S égale à 1 volt sur 50 cm, pour chaque 50 cm de déplacement, la sortie varie d'une amplitude égale à 1 volt. Maintenant, si vous avez les grandeurs S et M sont de même nature, la sensibilité dans ce cas est définie sans démonstration et elle est appelée le gain. Vous avez que le gain égale 20 log de S. On passe troisièmement à la classe de précision. Donc, vous avez la classe de précision est égale à 100 multiplié par erreur EA divisé par EM. EM, c'est l'étendue de mesure. Quatrièmement, on va voir la résolution. C'est quoi? Donc, c'est lorsque l'appareil de mesure est
appariable. Non, c'est faux. Donc, la résolution, lorsque nous avons un appareil de mesure qui est un appareil numérique, vous avez dans ce cas la résolution égale l'étendue de mesure divisé par le nombre de points de mesure, ou bien ce qu'on appelle les pixels. Pour les pixels, c'est la plus petite image possible qui correspond à la mesure de la densité des structures comprises dans un carré de l'image entière. Cinquièmement, nous avons la finesse. La finesse, elle qualifie l'incidence de l'instrument de mesure sur le phénomène mesuré. Elle est meilleure lorsque l'appareil perturbe très peu la grandeur à mesure. Pour la précision, donc, nous avons des erreurs systématiques et aléatoires. Les erreurs systématiques sont d'origine connue, on peut corriger même la valeur, elle est proche de la valeur vraie, mais pour les mesures faites par un capteur sont justes à une imprécision. La différence entre la valeur réelle et mesurante, c'est la mesure, donc on appelle ça erreur. Elle est divisée en deux, systématique et accidentelle. Nous avons trois caractéristiques métrologiques définissent les erreurs de mesure. Premièrement, justesse, donc c'est la qualité d'un capteur dans les erreurs justes. Vous avez la valeur moyenne de l'ensemble des mesures fait proche de la valeur vraie. Dans ce cas, la justesse V égale la somme de XUI sur état. La fidélité, donc c'est la qualité d'un capteur dont les erreurs accidentelles sont faibles. Si nous avons une indication de dispersion de ces résultats donnés par écart type, on aura par exemple sigma égale la racine d'une somme de xi moins xi bar élevé au carré sur n moins 1. Sachant toujours qu'un appareil précise, il est à la fois juste et fidèle. Nous avons 4 cas. Vous avez dans le premier modèle un modèle qui est fidèle et juste. Le deuxième, c'est un modèle qui est fidèle et non juste. Le troisième, il est juste, mais il est non fidèle. Le dernier, il est juste et fidèle. Donc, pardon, le premier, c'est un modèle ni fidèle ni juste, d'accord? Le premier, ni fidèle ni juste. Deuxième, fidèle et non juste. Troisième, juste et non fidèle. Quatrième, juste et fidèle. Donc, à travers ces courbes, nous avons fait l'illustration des notions de fidélité et justesse. Troisièmement, nous avons une autre caractéristique, c'est la dérivée. La dérivée, c'est bien la variation de la grandeur de sortie qui est indépendante de la grandeur d'entrée. On termine avec le vieillissement de l'instrument de mesure, où c'est si nous avons un de ces composantes de notre système qui est modifié, et la variation de la température peut donner une dérivée. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, le chapitre numéro 2 concernant la classification des capteurs en télécommunication. Merci beaucoup et à la prochaine.